À toutes et tous, ravi de vous retrouver après l'été pour ce premier webinaire de l'année 2023-2024 du programme TRAX, donc programme de recherche national sur la transformation de la modélisation climatique pour les services climatiques. C'est un programme qui a démarré officiellement début 2023, qui a été lancé fin mars, qui rassemble une vaste communauté scientifique dans le domaine de la modélisation du climat, de l'étude des impacts du changement climatique et qui travaille aussi à articuler ses recherches avec le développement de services climatiques qui permettent de mettre à disposition une information d'aide à la décision dans le domaine de l'action climatique, notamment pour l'adaptation. Donc le programme est coordonné par Météo France et par le CNRS, et puis il associe d'autres partenaires au niveau national. Il vise à la fois, comme je l'indiquais, à progresser sur la modélisation climatique, intrinsèquement, sous l'angle physique, informatique, numérique, et dans toutes ces dimensions, et de développer aussi les interfaces disciplinaires dans le domaine des impacts et le montée en puissance des services climatiques. Donc on est en train de travailler à la mise en musique en fait de la façon dont Trax s'implémente, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les projets ciblés, qui chacun s'attaque à une partie du problème et qui travailleront étroitement les uns avec les autres une fois qu'ils auront démarré. Donc ça c'est une phase dans laquelle on est aujourd'hui plongé dans la finalisation des projets ciblés. Plusieurs ont été contractualisés, sont en cours de lancement, notamment le projet ciblé numéro 2 sur la mise à disposition des projections climatiques sur un certain nombre de portails de données et de mise à disposition de ces données. Le projet ciblé numéro 9 qui s'intéresse aux calottes polaires dans la modélisation des calottes polaires qui est également en cours de lancement. Donc vous retrouverez des informations au sujet de ces projets ciblés, notamment dans la newsletter de Trax qui a été diffusée la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Julie Gebel, qui est chargée de recherche CNRS au Centre national de recherche météorologique, au CNRM, donc en philosophie des sciences, et qui nous fait l'honneur de présenter un certain nombre de réflexions dans le domaine des stratégies de modélisation climatique et leur usage. Et Julie fait partie des animatrices du projet ciblé numéro 1, qui est en cours de finalisation, qui s'appelle Dialogue, et qui cherche justement à mettre en œuvre les conditions des interactions entre justement les enjeux de physique du climat, les enjeux scientifiques de modélisation, avec les enjeux scientifiques, mais aussi sociétaux, dans le domaine des applications et l'interaction avec les parties prenantes intéressées par l'évolution climatique. Voilà. Je ne me suis pas présenté, je suis Samuel Morin, co-directeur du programme TRAX avec Masaka Gayama, qui est également en ligne et qui animera la session de questions-réponses à l'issue de cet exposé. Et sans plus tarder, je propose de transmettre la parole à Julie pour son exposé, en la remerciant d'y participer et en vous remerciant toutes et tous d'être avec nous ce matin. Merci Samuel pour cette présentation. Est-ce qu'on voit bien ma présentation Oui, ouais, super, très bien. Euh, voilà, je suis très heureuse de pouvoir faire ce webinaire Trax ce jour. Je dois dire que c'est aussi une responsabilité de parler devant vous toutes et vous tous. Ce que je vais présenter est un état de l'art de certaines de mes réflexions, mais évidemment, c'est quelque chose qui est en cours et ce sont des éléments de réflexion que l'on pourrait partager tous et toutes ensemble. L'intitulé que j'ai proposé est Informations utiles et stratégies de modélisation et mon but est essayer de tenter une définition de l'information utile pour les services climatiques et de regarder comment s'articulent les stratégies de modélisation, la pluralité des stratégies de modélisation à l'objectif de produire une information climatique utile. Alors, peut-être quelques mots quand même sur ma perspective qui est la mienne. Comme l'a dit Samuel, je suis philosophe des sciences et ça veut dire que je m'intéresse, en tant que philosophe des sciences, à la production de la connaissance et à tout ce qui va être engagé en termes d'outils, de méthodes, mais aussi d'idéaux euh, pour produire de la connaissance et plus particulièrement de la connaissance scientifique. Avec évidemment cette question toujours qu'est-ce que c'est que la connaissance et en particulier qu'est-ce que c'est que la connaissance scientifique. Euh,
Et ici, on a une question ou en tout cas une situation qui est un peu particulière pour le ou la philosophe des sciences, à savoir que il y a un enjeu qui est de produire une connaissance qui va être ensuite utilisée et qui doit donc être utile à des fins de prise de décision pour agir dans des stratégies d'atténuation, d'adaptation, etc. Et donc, c'est un défi pour les philosophes des sciences de s'interroger sur les conditions, qu'est-ce qui va permettre de produire une connaissance utile. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une connaissance utile? Donc, je commence un petit peu dans ces réflexions. Et donc, évidemment, la situation Trax, le développement des services climatiques est une situation extrêmement intéressante pour nourrir le propos philosophique. Et j'espère que inversement, l'approche philosophique va pouvoir éclairer ou soutenir, en tout cas, les objectifs que se sont fixés la communauté. Alors, je vais commencer tout simplement par l'objectif principal de Trax, transformer la modélisation du climat pour les services climatiques. Et forcément, se demander comment on peut faire ça nous amène à nous interroger sur la relation qui existe entre, d'un côté, la recherche fondamentale, puisque les sciences du climat reposent principalement quand même sur la recherche fondamentale, et par ailleurs sur la relation, pardon, de la recherche fondamentale avec le service à la société, puisque aujourd'hui nous savons qu'il y a certaines urgences à ce que la communauté scientifique produise une information qui va servir à la société pour prendre des décisions. On peut s'interroger sur cette relation, étant donné que communément, la recherche fondamentale, elle est conçue comme une entreprise qui est indépendante et autonome. Donc indépendante de la société, autonome, elle a son propre fonctionnement et qui ne dépend pas des intérêts particuliers de la société, ne dépendrait pas des intérêts particuliers de la société. Elle poursuit d'une certaine manière les objectifs qu'elle se fixe elle-même. Elle a ses propres questions, elle a sa propre logique et l'idée c'est qu'elle poursuit sa propre trajectoire avec ses questions. Et elle le fait suivant des idéaux scientifiques qui sont partagés par la communauté. Et là, je vais beaucoup insister dans cet exposé là-dessus, puisque je vais essayer de définir ce que sont ces idéaux scientifiques, ce que j'ai appelé ces idéaux scientifiques qu'on pourrait appeler normes ou valeurs épistémiques, enfin, ou les objectifs méthodologiques, par exemple. Enfin, on peut lui donner beaucoup de noms. Et mon but sera de voir comment en fait le fait de poursuivre ces idéaux peut amener à une production d'une information qui va être par ailleurs utile. Et je vais dire grossièrement, et c'est vraiment pour essayer de donner de contraster un petit peu la recherche fondamentale avec le service à la société. Je veux dire que la dominance, c'est le but dominant de la recherche fondamentale, c'est de viser la compréhension des processus empiriques, physiques, biologiques, etc. Alors évidemment, j'ai en tête les sciences du climat quand je dis ça. D'un autre côté, du côté du service à la société, on s'attend plutôt à ce que cela prenne la forme d'une plateforme de dialogue entre la communauté scientifique et les parties prenantes, disons les collectivités par exemple. Et cette plateforme, ce lieu de dialogue, va être un endroit où il va y avoir un accompagnement de ce qu'on peut appeler l'élicitation des besoins des parties prenantes. C'est-à-dire que complètement à l'inverse de la conception commune que l'on peut se faire de la recherche fondamentale, ici, on va demander aux parties prenantes quels sont les besoins et même quelles sont leurs valeurs socio-économiques qui vont devoir être satisfaits. Et
Un autre objectif sera évidemment de produire des informations qui sont adaptées aux besoins et aux valeurs des parties prenantes. Et je dirais que lorsque c'est plutôt la compréhension des processus qui va être majeure dans la recherche fondamentale, ce sera plutôt la communication des projections d'impact et de risque avec leurs incertitudes, et là je l'ai souligné parce que je pense que c'est extrêmement important, qui va être majeure pour le service à la société. C'est très important parce que une information, lorsqu'elle concerne un système complexe, quel qu'il soit, que ce soit le système climatique, mais cela peut être aussi les centrales nucléaires, une épidémie, etc. Et c'est forcément une information qui va être relative à ça va forcément être entachée d'incertitude. Et la question, ce sera toujours comment je produis une information qui va être exploitable, mais qui va être associée à une incertitude ou à un degré de vraisemblance. Et je pense que un des enjeux que l'on va avoir, c'est de réfléchir à comment on fait ça, comment on produit une information et comment on communique l'incertitude qui va avec cette information. Alors, je vais commencer par tenter une définition des critères d'utilité de ce qu'est l'information utile qui va être produite dans le cadre du service à la société. Alors, pour ce faire, je ne vais pas me tourner vers la philosophie des sciences qui s'est intéressée principalement à des critères de fiabilité de l'information, comment on produit de la connaissance en tant que telle. Ici, on est obligé de se tourner vers d'autres gens, d'autres chercheurs et chercheuses provenant des STS qui ont réfléchi à cette notion d'utilité davantage sans doute que les philosophes des sciences et qui disent qu'une information est utile lorsqu'elle est fiable, c'est-à-dire, on lit dans la littérature, qu'elle est produite à partir de standards scientifiques. Moi, je pense qu'il faut ajouter à cela, je continue à insister là-dessus, qu'une information est fiable si aussi elle est associée à une incertitude qui est elle-même bien estimée, bien évaluée. Une information est utile si elle vient à temps, si elle arrive au bon moment. Une information qui viendrait trop tard ne serait pas forcément utile. Une information est utile si elle est intelligible pour la personne qui va employer cette information. Si l'information est pertinente au regard des besoins des parties prenantes et si elle est légitime. Alors là, on peut vraiment discuter longuement de ce qui se cache derrière le mot légitime. Disons que une information est légitime lorsqu'elle n'est pas biaisée ou pas orientée vers des intérêts particuliers, que l'information ne va pas servir en particulier des intérêts particuliers. Et on peut penser que certains processus démocratiques, pour éliciter les valeurs et les besoins, peuvent permettre la production d'une information légitime. Évidemment, tout ça dans le détail devra être discuté. Et je pense que les deux dernières caractéristiques, la pertinence et la légitimité, sont vraiment des choses qui vont être discutées, négociées dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes et dans le cadre de la coproduction de l'information avec les parties prenantes. Alors la question, si, pardon, je reviens à ma dissociation entre recherche fondamentale d'un côté et service à la société d'un côté, alors j'ai sauté une slide, mais c'est de savoir comment, en fait, on peut, à partir de la recherche fondamentale, produire une information qui est utile et qui répond à ces critères d'utilité. Alors évidemment, c'est pas le but de la recherche fondamentale de faire cela, mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui peut dans la production de la connaissance
faire que, in fine, on a une information qui est utile. Alors, la question qu'on peut se demander, c'est comment on passe de la recherche fondamentale au service à la société? Est-ce qu'on peut simplement transformer les résultats scientifiques qui ont été produits par les scientifiques? Alors, je pense qu'il y a des efforts importants qui ont été réalisés et qui montrent que cela est possible d'une certaine manière. Par exemple, le calcul de probabilité a été fait d'ores et déjà pour instruire les politiques publiques. Le fait qu'on offre un éventail de futurs possibles en termes de température, de précipitation, etc. Je pense que l'emploi du langage calibré a aussi été un outil qui a permis de transformer les résultats scientifiques en une information qui est utile, sans donc avoir à chambouler la manière dont on produit la connaissance, en utilisant ce langage qui provient du GIEC pour attribuer le degré de certitude des principales conclusions du GIEC par les métriques de confiance et de vraisemblance. Et là, sans rentrer dans le détail, je vous ai juste mis les tableaux qui présentent la correspondance entre les termes qualitatifs et les intervalles de probabilité, et comment ces degrés de certitude sont évalués sur la base de métriques comme l'accord et l'évidence, les éléments probants. On peut penser aussi aux analogues climatiques qui servent aussi énormément pour communiquer ce que sera le climat futur, qui sont finalement une façon de présenter l'information de façon utile parce qu'elle permet aux gens de se figurer ce que sera le climat de Paris en 2050. Donc là, je me suis permis de faire une capture d'écran d'une vidéo où on voit des analogues climatiques pour le climat en Europe pour 2050. Et puis, on peut évidemment penser à d'autres manières de transformer des résultats qui sont déjà là, qui ont déjà été produits par les sciences du climat pour obtenir une information qui est utile et qui va directement être soit intelligible, soit pertinente, etc. Alors, il y a, on le sait, encore du travail à faire afin de produire une information qui va tout à fait surmonter ce qu'on appelle le fossé d'utilité, le fossé entre donc les projections climatiques et les besoins divers de la société. Ce fossé, c'est un enjeu à la fois épistémique, relatif à la production de la connaissance, hein, et éthique. C'est un problème épistémique puisqu'on sait que un défi important, ça va être de produire une information précise aux échelles locales, de pouvoir aussi documenter les dimensions humaines, économiques, sociales, écosystémiques et environnementales du changement climatique. Mais c'est aussi un problème éthique parce que informer les différentes communautés et les populations, c'est aussi une manière de restaurer une éventuelle injustice liée au fait que certaines populations vont, nous le savons, être plus vulnérables que d'autres face au changement climatique et le sont déjà plus vulnérables que d'autres au changement climatique. Donc j'intègre toutes les formes d'inégalité sociale, l'injustice internationale, l'injustice intergénérationnelle, l'injustice envers la nature et les animaux aussi. Il faut finalement être capable de produire une information qui va venir, qui va éviter les inégalités d'accès à l'information et à une information l'information qui doit être orientée vers les besoins de tous et de toutes. Alors une proposition que j'avais faite, c'était d'infléchir d'une certaine manière la façon, le cadre méthodologique de la science. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste simplement laisser cette référence. Dans ce court article, on a essayé de montrer que certains piliers de la façon
du cadre méthodologique initial des sciences du climat doivent être infléchis pour obtenir une science qui est plus orientée vers la politique et qui va être centrée davantage sur l'exercice de produire une information utile. Alors, suite à l'écriture de cet article, je dois dire, et surtout suite à mon intégration au CNRM, à ma participation au sein de Trax, je me suis rendu compte que c'était peut-être une proposition un peu forte et que, mais disons que l'idée, certaines idées restent je crois, intéressantes, qui sont, et c'est pas absolument nouveau, évidemment, ça a été discuté déjà et déjà pris en compte par la communauté, qui est par exemple de passer d'un idéal d'une science libre de valeur à une science qui va reconnaître que des valeurs socio-économiques vont s'infiltrer dans la production de la connaissance. Elle va même proposer de faire participer les parties prenantes pour discuter des valeurs et des besoins qui vont être pris en compte par la science. On va passer aussi à une science qui va être davantage transdisciplinaire, qui va accueillir d'autres disciplines et qui va échanger avec ces autres disciplines, et ça prend du temps, mais c'est précieux, et puis qui va réfléchir à la gestion de l'incertitude et à la communication de l'incertitude pour mieux servir les communautés. Alors maintenant, je voudrais revenir finalement aux stratégies de modélisation et aux idéaux scientifiques et ou valeurs. Alors j'ai laissé ce doute. Est-ce que ce sont des idéaux scientifiques et ce sont des valeurs? Est-ce que ce sont des valeurs épistémiques ou est-ce que ce sont des valeurs non épistémiques? C'est-à-dire des valeurs qui vont promouvoir la production de la connaissance en tant que telle, ou des valeurs qui, au contraire, vont être contextuelles, sociales, politiques, économiques. Là, je laisse planer, mais sciemment, le doute, l'ambiguïté. Je ne cherche pas à dire ce que c'est. Mais en tout cas, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est d'identifier ce qui semble être les idéaux auxquels est attachée la communauté scientifique lorsqu'elle fait de la modélisation du climat, et de regarder comment ces idéaux peuvent rencontrer la production de connaissances utiles. Donc, je m'intéresse plus particulièrement à la modélisation du climat. Alors, un premier idéal est bien sûr l'accord empirique. Ce qu'on veut quand on produit un modèle, c'est que le modèle produise des résultats qui vont s'accorder avec les données empiriques à disposition, les observations. Un autre idéal, c'est le réalisme des équations. Ce qu'on veut, c'est que les modèles aient des équations qui correspondent à la théorie la meilleure à disposition, ou bien aient des paramètres qui soient bien évalués. Un autre idéal est une résolution spatiale et temporelle la plus élevée possible, la plus fine possible. Et oui, je dirais que les deux derniers idéaux sont deux dimensions du réalisme. Il y a également le nombre de processus représentés. Plus on représente des processus physiques, chimiques, mais aussi biologiques, plus on pense que le modèle va être meilleur. Et je pense qu'il y a un autre idéal aussi, qui est la différence de nature des processus représentés. Certaines communautés, en tout cas, font le pari que d'inclure des objets qui ne sont pas strictement physiques, mais par exemple la biosphère, est un véritable atout, est un véritable bénéfice pour la modélisation du climat. Là, je dirais que ces deux idéaux sont deux dimensions de la complexité. Donc on a l'accord empirique, le réalisme et la complexité, qui sont des idéaux forts de la modélisation du climat. Et là, je me suis amusée, et alors je suis désolée parce que évidemment, c'est un essai, et c'est sans doute pas très, très bien fait. Je me suis amusée à projeter sur 3 axes choisis comme étant des idéaux que je pense être forts au sein de Trax,
que sont la résolution spatiale, le réalisme des équations et la complexité. Et là, j'ai intégré ensemble le nombre et la différence de nature des processus, que là j'ai appelé ici diversité des processus, pour rendre compte que les différents PC de Trax, qui vont faire donc sur le défi de la haute computation, le défi de la calibration et des incertitudes, le défi des processus physiques, de la biogéochimie, des calottes glaciaires ou de l'information climatique kilométrique, va venir en fait, va peut-être projeter à des endroits différents de cet espace, et chaque PC va mettre l'emphase sur un idéal en particulier. Et je pense que cette cartographie est importante, elle est indispensable parce que, et ça c'est un résultat qui a été longtemps commenté en philosophie des sciences, il n'est pas possible de toute façon de maximiser l'ensemble des idéaux scientifiques que sont le réalisme, la complexité et l'accord empirique. Effectivement, alors je me rends compte que je suis un petit peu longue. Effectivement, en philosophie des sciences, surtout en philosophie de la biologie, a été longtemps commenté ce qui a été appelé le triangle de Richard Lewis, un écologiste qui a montré en biologie des populations qu'un modèle de biologie des populations ne pouvait pas maximiser de façon simultanée son réalisme, sa précision et sa généralité. Alors ce sont encore d'autres types d'idéaux avec des définitions différentes, mais je pense que ça donne déjà une intuition de ce que ça veut dire, à savoir que un modèle, enfin je vais produire un gros modèle global kilométrique va être compliqué. En tout cas, les différents desiderata de réalisme, de précision et de généralité ne peuvent pas être maximisés en même temps. Et ce que dit Lewis, c'est que nécessairement, en tout cas en biologie des populations, on va devoir faire la promotion d'un pluralisme des modèles. Je pense d'une certaine manière que c'est ce que Trax nous montre. Et une raison à ce triangle et au fait que finalement on ne peut pas tout satisfaire en même temps de façon maximale, c'est évidemment la solubilité des équations. Non seulement la solubilité mathématique des équations, mais aussi même la solubilité numérique des équations. À un moment donné, on ne va pas être capable de résoudre ces équations tout simplement. Et là, c'est vraiment un résultat théorique, au-delà du résultat pratique que pourrait être la puissance limitée des ordinateurs. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail plus que ça, mais simplement donner cette intuition-là qu'il y a de toute façon, en tout cas, c'est un résultat qui a été discuté en philosophie des sciences, une limite au modèle unique, magique, qui viendrait satisfaire tous les desiderata en même temps. Et alors ça, je vais peut-être laisser tomber parce que je vois que je suis très longue, mais ce que j'ai essayé de faire dans les 3 prochaines slides, c'est de regarder plus particulièrement 3 stratégies de modélisation que sont le machine learning, les storylines et le modèle système Terre, en regardant un petit peu comment ces stratégies de modélisation viennent satisfaire les idéaux scientifiques mentionnés, donc l'accord empirique, les 2 dimensions du réalisme et les 2 dimensions de la complexité. Et chaque fois, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a d'autres idéaux, évidemment, qui sont mis en exergue et que je n'ai pas présenté initialement. Donc pour le machine learning, qui est utilisé à petite échelle ou grande échelle, soit pour la paramétrisation, soit pour le calibrage, voire pour à la place du modèle entier. Les idéaux scientifiques, notamment l'idéal de réalisme, ne va pas être satisfait. Celui de la complexité, pas forcément, sauf si le réseau neural est suffisamment large. Mais en revanche, un idéal qui va être mis en avant, c'est la réduction des coûts de calcul. Alors ça peut être surprenant de se dire que c'est un idéal scientifique de réduire les coûts de calcul. Et c'est là où on peut se demander, est-ce que c'est une valeur ? Est-ce que c'est vraiment un idéal scientifique ?
Et puis, l'intelligibilité aussi va être difficilement satisfaite, puisqu'on sait que ce type d'outil a une grande opacité épistémique. Il est difficile de faire le lien entre ce qu'on obtient en sortie de cet outil et ce qu'on a mis en entrée. Donc je vais pas discuter du reste, j'ai vraiment peu de temps et je voudrais garder le temps pour les discussions. Mais je vais revenir à ma liste des idéaux scientifiques et donc rajouter ce qui manquait et ce que je voulais dériver de ces trois exemples, que sont donc la rapidité de calcul, la réduction du temps de calcul, l'intelligibilité du modèle et la dimension humaine. Ouais, alors ça, la dimension humaine, j'en ai pas parlé parce que je l'évoquais plutôt lorsque je voulais parler du modèle système Terre, où l'idée c'est que on peut dans le modèle explicitement vouloir documenter et articuler les sociétés humaines, les comportements humains, économiques notamment, et le système physique du climat. Voilà, donc ça, je passe, et j'en viens finalement à ce qui est le résultat que je voulais vous présenter, s'il y a un résultat dans cette présentation, qui est le lien entre des idéaux scientifiques propres à la recherche et les critères d'utilité que l'on voudrait in fine réussir à obtenir pour produire une information utile. Et je pense que très facilement, en tout cas j'ai essayé de faire ça en faisant cette présentation, c'est de lier simplement les critères d'utilité avec certains des idéaux forts de la modélisation du climat. Donc la fiabilité en lien avec l'accord empirique, le réalisme et la complexité, le côté opportun de l'information utile, le fait qu'une information vient à temps, ça va dépendre de la rapidité du calcul, et en partie. Son intelligibilité, ça peut dépendre de l'intelligibilité du modèle, mais pas seulement. La pertinence de l'information au regard des besoins va être liée, et là je pense que c'est extrêmement important, aux résolutions spatiales et temporelles qui vont être couvertes par les modèles, mais aussi au choix des processus qui vont être représentés. Et ça, c'est quelque chose qui va sans doute obliger le dialogue avec les parties prenantes et obliger un certain infléchissement du travail, au sens où peut-être il va peut-être falloir ajuster, ou en tout cas s'interroger sur comment ajuster la modélisation pour mieux répondre à certaines questions que se pose la société. Et puis, même chose pour l'aspect légitime de l'information utile. Voilà, je ne pouvais pas conclure cette présentation sans dire que on ne peut pas tout attendre de la communauté scientifique, on ne peut pas tout attendre des modélisateurs et des gens qui vont travailler dans le cadre de services climatiques pour produire une information qui va être bien façonnée, bien prête à l'emploi pour prendre des décisions. Il faut aussi faire un travail sur comment on prend une décision sur la base d'une pluralité d'informations issues d'une pluralité de modèles. Et je pense qu'il y a un travail à faire. Et là, c'est pour ça que je mets que des questions, mais il y en aura sans doute d'autres que j'ajouterai et sur lesquelles j'espère pouvoir un jour travailler, sur comment raisonner à partir d'une pluralité de futurs possibles, comment les parties prenantes, comment les décideurs et décideuses politiques peuvent le faire, comment prendre une décision robuste sur la base d'éléments variés et qui sont nécessairement entachés d'incertitudes. C'est pas le propre des sciences du climat que de fournir des éléments qui sont entachés d'incertitudes. C'est pas la première fois qu'on prend des incertitudes et qu'on prend des décisions sous incertitude. D'ailleurs, on peut s'interroger sur ce qui va nous guider dans le choix de prendre certains éléments plutôt que d'autres. Est-ce que on va être guidé par un principe de précaution, un besoin de
de justice sociale, enfin, en fonction des questions qui vont tenir à cœur, on va être amené à prendre, enfin, à faire certains choix pour prendre des décisions. Et puis, quelle attitude épistémique on a face aux incertitudes? Euh, je pense que ce que nous montre par exemple la différence tout simplement entre la notion de prédiction versus projection montre que euh, on n'a pas la même attitude lorsqu'on nous dit ceci est une prédiction et ceci est une projection. Et je pense que on ne va pas avoir la même approche et on va pas prendre la même décision en fonction si ce qu'on a est une prédiction ou si ce qu'on a est une projection. Et je pense que ça peut être intéressant de réfléchir aussi du point de vue du décideur et de la décideuse et de savoir comment la prise de décision, encore une fois, peut se faire sur la base d'une pluralité de modèles. Donc, en conclusion, pour rappeler les points de cette présentation, je pense que l'approche kilométrique globale, elle est difficile pour les raisons que j'ai avancées. Il est difficile de maximiser l'ensemble des idéaux qui sont importants dans la production de la connaissance et que la pluralité de stratégies de modélisation c'est une véritable opportunité. Donc ce que j'ai fait, c'est une sorte de cartographie des idéaux en montrant que les différentes stratégies de modélisation vont venir mettre l'emphase sur certains idéaux et moins sur d'autres, mais nécessairement parce qu'il y a toujours un compromis à faire. Et donc oui, parce qu'il est difficile, voire impossible, de maximiser tous ces idéaux ensemble. Donc la pluralité, c'est finalement le meilleur ami de la politique, c'est le meilleur moyen de servir la politique et de servir les parties prenantes. Maintenant, la question, c'est comment on s'empare, comment s'emparer de cette opportunité-là pour agir. Et je voudrais finir sur l'importance, je pense que montre Trax, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai en travaillant avec les collègues sur le PC1, l'importance de l'expertise inter et transdisciplinaire qui n'est pas forcément là, qui n'est pas forcément possédée par quelqu'un, mais qui est en construction, qui demande du temps, et c'est, je pense, réjouissant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. On va entamer la séance de questions. Merci pour cette prise de recul. C'est vraiment, je pense, très important pour Trax. Je vous invite à lever la main ou à vous manifester si vous avez des questions. Je vois que il y a deux commentaires de Hubert Mullard. Si vous voulez vous exprimer à l'oral. Oui, bonjour. Bonjour. M'entendez-vous? Oui, ça a l'air de Oui, on entend fonctionner. bien. En fait, je représente un industriel qui officie plutôt dans le domaine ferroviaire et un projet à l'heure actuelle d'adaptation au changement climatique. Je pense qu'il y a un bon nombre d'industriels qui sont dans qui s'engagent dans cette voie-là. Et on s'aperçoit que très vite que lorsqu'on a besoin d'informations climatiques pour orienter nos développements, généralement l'information qu'on peut capter, alors déjà elle est pas évidente à manipuler pour des gens qui ne sont pas climaticiens. Voilà, c'est pas facile à utiliser comme ça. Et puis, lorsqu'on en a, elle est assez généraliste. Je prends un exemple. Par exemple, nous, savoir que il va y avoir plusieurs journées dans une année qui va être à plus de 45 degrés, c'est bien, mais on va pas en faire grand-chose. Je m'explique. Par exemple, par rapport à des systèmes de climatisation de train, pour en citer, nous, ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on va souhaiter avoir, c'est par exemple combien de jours on va avoir une température qui va être entre 45 et 50 degrés sur un laps de temps suffisamment significatif pour que nos systèmes techniques soient potentiellement mis à mal.
et qu'on se dise que nous industriels, on doit aussi faire attention à pas faire une conception d'un produit qui soit dimensionné pour juste une période de l'année de 2 ou 3 heures, qui fasse que le coût du produit en question sera ce sera vraiment trop important pour l'utilisation qu'on va en faire. Donc derrière, il y a des notions de mode dégradé, d'acceptabilité du client. Enfin, il y a toutes ces réflexions-là. Donc en interne, je suis du coup en recherche d'une solution, d'un outil qui me permettrait de faire ce genre de choses. Ma question plus directe, c'est de savoir est-ce que je comprends que Trax c'est plus du fondamental. Là, d'ailleurs, vous avez une question qui a été posée lors du lancement du projet là-dessus. De mon côté, on a l'impression que Trax est vraiment très très orienté scientifique, universitaire, voilà, peut-être moins dans le côté applicatif. Donc la question c'est, donc je comprends que moi industriel, je suis plus dans le côté service à la société, que Trax c'est plus dans le côté fondamental. Oui. Et Alors, voilà, est-ce que moi j'ai une place, moi industriel, qui a vraiment un ouais, besoin très particulier, est-ce que j'ai une place ouais. dans le programme? Alors, bah, moi, il me semble, hein, mais peut-être que euh, oui, je pense que vous avez une place. Quand vraiment je faisais cette distinction, alors peut-être c'était un peu maladroit de ma part. euh, la bipolarité recherche fondamentale et service à la société, pour moi, ce sont deux éléments en ce moment qui composent les sciences du climat. Peut-être j'aurais dû faire j'aurais dû commencer par dire ça si ça n'a pas été explicite. Ce qui m'intéresse ici dans mon propos, ce sont vraiment, c'est vraiment comment va s'organiser la communauté, comment s'organise et comment va s'organiser la communauté scientifique euh, dans cet objectif de, en particulier, répondre à des besoins de la société en information. Et donc, comment s'articulent les deux, une composante forte des sciences du climat, qu'est la recherche fondamentale. Euh, donc, je pense que ce dont vous parlez, ça vient un peu après. Sans doute que c'est l'information qui va être produite au niveau des services climatiques qui vont ensuite pouvoir vous servir à faire des calculs. Enfin, c'est comme ça que je comprends les choses, mais peut-être que quelqu'un va intervenir là-dessus. Pas de- Moi, Julie. je pense que c'est très important d'avoir ce type d'interaction. Ça illustre bien les interactions qu'on aimerait développer, c'est-à-dire le fait que vous disiez on n'a pas besoin de savoir le nombre de journées à 45 degrés, mais plus la durée des épisodes. C'est des choses qu'on peut sortir des modèles, Mhm, mhm. mais la multiplicité des infos, je pense qu'on n'a pas une idée très précise de la multiplicité des informations qui seraient utiles aux parties prenantes. Et ça, c'est vraiment l'objectif du PC1. Je vois que Sandrine vient d'apparaître dans l'écran et je pense qu'elle peut en dire plus, mais c'est vraiment précisément tout ça. Parce que nous, derrière, en tant que modélisateur du climat, on peut s'intéresser à ces quantités, on s'intéresse à la durée des vagues de chaleur déjà, mais c'est très bien de savoir aussi qu'il y a cette optique-là, que cette information est utile à des parties prenantes comme vous. Voilà, je vais laisser Sandrine répondre peut-être aussi ou donner une information complémentaire. Merci Massa, mais je vais pas forcément rajouter grand-chose parce que je pense que tu as exprimé parfaitement les objectifs en fait de ce projet ciblé dialogue qui effectivement, Monsieur Mullard, c'est d'une part de vous identifier, donc merci d'être là et merci d'avoir posé votre question aussi clairement, et de travailler avec des personnes comme vous pour bien comprendre la demande, bien voilà, l'identifier. Et comme le dit Massa, il y a un certain nombre de demandes auxquelles aujourd'hui on peut proposer des éléments de formation
et de voir si ces informations supplémentaires, qui aujourd'hui ne sont pas sur étagère et qui peuvent facilement être construites, quoi, à voir hein, en fonction, répond effectivement à vos besoins d'une part et à votre stratégie à la fois d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, donc c'est vraiment l'objet de ce projet et j'ai bien noté votre nom, donc on viendra vers vous dans les meilleurs délais. Voilà. Isabelle, tu voulais compléter la réponse? Aussi. Oui, oui, bonjour. Isabelle Ruin, là, donc je travaille aussi dans le PCA, je fais des sciences sociales, je travaille avec Julie, Sandrine. Oui, c'était pour dire que vraiment, enfin, ce qui me semblait important, moi j'ai aussi beaucoup travaillé sur la vulnérabilité en fait des populations, des territoires. Et du coup, ce qui semble important, c'est vraiment d'identifier ces seuils ou ces situations critiques finalement qui font mal et pour lesquelles les systèmes ont besoin de s'adapter. Et c'est à partir, en fait, c'est aussi ce qu'on appelle, mais Julie pourrait en parler mieux que moi, hein, c'est ce qu'on appelle aussi le decision scaling, c'est-à-dire qu'on part des besoins initiaux, donc on identifie en fait ces, ces, ces seuils critiques et on essaye de remonter et de voir dans quelles circonstances et quelles sont les probabilités d'occurrence et quelles sont les solutions les plus robustes vis-à-vis de ça. C'est ce que Julie a vraiment elle en a parlé un tout petit peu sur la robust decision making et je pense qu'il y aurait beaucoup à dire probablement là-dessus. Mais c'est vraiment un angle d'approche qui paraît assez intéressant pour justement partir des besoins des différents acteurs. Hein. Tout le monde a des seuils critiques différents. Si on part d'un territoire ou de la SNCF ou autre, on va pas avoir les mêmes. Et bien sûr, il faut les identifier et voir les solutions qui sont les plus robustes par rapport à ces seuils et la probabilité qu'on les dépasse. Alors merci, je vais donner la parole à Gaël qui a peut-être une toute autre question. Donc allons-y Gaël. En effet. Bonjour, Gaël Durand, je suis un des coordinateurs du PCNF. Merci Julie pour cette présentation très intéressante. Et les points sur le service à la société, les informations utiles qu'on voit par exemple sur le slide 17 m'amènent en fait à trois questions. Il y a une question de fiabilité associée à une incertitude bien estimée. Que fait-on quand on a des incertitudes profondes, comme c'est le cas dans la projection des calottes polaires? Aussi, une autre question, il y avait le fait que cette information vienne à temps. La première chose qui m'interpelle, c'est comment on gère la dissonance entre le temps long climatique qui, pour ce qui me concerne, est mon sujet d'étude, les calottes polaires, peut-être de plusieurs siècles, avec les intérêts qui sont urgents, je dirais, politiques et de l'ordre du quinquennat. Et enfin, mon objectif n'est pas de sembler prétentieux, mais pour que ce soit intelligible, ça nécessite que l'auditoire ait un minimum de culture scientifique. Et j'ai pu constater que c'était pas toujours le cas. Donc comment franchir efficacement cette barrière? Désolé, c'est trois questions en une. Ouais, elles sont pas forcément faciles. Je suis prêt à en Alors discuter, ravi d'en discuter par ailleurs. oui, c'est ça. Je pense que c'est surtout, voilà, je pense qu'il va falloir du temps pour pouvoir y répondre. Sur le, alors moi je dissocie le temps long dont des, voilà, des phénomènes comme les phénomènes de calotte polaire et le temps qu'il faudrait que l'information parvienne pour répondre à des questions pressantes. Je me rends pas compte à quel point il y a une corrélation en fait. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose dont on pourrait discuter. En tout cas, sur sur les incertitudes extrêmement fortes, on va dire, là encore, je pense qu'il y a un travail à faire du côté de la définition de la conception de la prise de décision sous incertitude sévère. Il y a de la littérature là-dessus. J'avoue que je la connais pas encore très bien, mais c'est quelque chose qui pourrait et qui vient voilà de la philosophie politique ou philosophie des sciences et qui pourrait être intéressante ouais,
pour savoir comment on peut présenter une information avec une incertitude sévère. Voilà, encore une fois, je pense que ça prendrait du temps pour discuter de ça. Il y avait une troisième question qui était plus sur Alors, les incertitudes profondes, le temps, et puis il y avait La formation l'intelligibilité et la qui formation. nécessite un Ah oui, background. la Formule 1, mais là, je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Je pense que le dialogue, c'est un dialogue. Il est aussi là forcément apprendre, enseigner aussi, enfin, expliquer et les niveaux de connaissances s'harmonisent, on va dire. Mais là, c'est vraiment un défi pratique important et je suis d'accord que c'est important. Alors, il y avait une question de Claire-Marie Duluc, et puis je vois aussi Madame Hidalgo qui est apparue à l'écran. Donc, je ne sais pas qui veut parler d'abord. Euh, Oui, bonjour. Moi, j'avais mis ma question par écrit. Alors, d'abord, merci beaucoup. Je trouve ça passionnant. Moi, j'ai envie de vous inviter à l'IRSN parce qu'on a pas mal de réflexions et d'enjeux, mais voilà, à réfléchir. Avec plaisir. Et enfin, une question qui m'est venue, c'était le sujet de la sobriété. Avec, en fait, est-ce que c'est une nouvelle valeur ou pas? Ah oui. C'était une hypothèse que je Oui. et comment faire? Et j'ai pas le début d'un bout de réponse entre cet antagonisme entre l'envie d'avoir plusieurs modèles, de les comparer et le Oui. et voilà, enfin, qu'est-ce Ah que bah, vous en pensez? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de clivage aussi très fort au sein voilà, du monde scientifique sur les options à prendre? euh, Merci. oui, je vous remercie. Bon, en fait, j'ai mis dans les idéaux, à un moment donné, j'ai glissé, je pense que c'est un idéal qui est promu par le machine learning ou tout outil IA un peu, qui est la réduction du temps de calcul. Mais c'est pour ça que j'ai mis euh, idéaux scientifiques ou valeurs. Parce que on peut aussi s'imposer d'être sobre en termes de calcul. Et bon, alors là, je suis très 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 influencée par des discussions en philosophie et une certaine sensibilité philosophique qui cherche à ne surtout pas dissocier ce que j'ai appelé idéaux scientifiques et valeurs, et à tout mettre ensemble. Par exemple, une connaissance qui va s'appliquer à l'humain, une connaissance qui va promouvoir la justice sociale, une connaissance qui va être utile, sont pour certaines philosophes des idéaux comme les autres idéaux scientifiques que sont le réalisme, la complexité, l'accord empirique. Alors qu'on pourrait se dire, ah mais ces idéaux-là, la promotion de la justice sociale, etc., sont des idéaux qui reposent sur des considérations sociales, politiques, morales, et qui ne devraient pas être mélangés aux autres. Et donc, j'ai un peu du mal à vous répondre parce que moi, j'aurais cette sensibilité qui est que, effectivement, ça peut être vu de la même façon, ça peut être aussi légitime que les autres idéaux que j'ai mentionnés. alors, Jérôme, j'ai vu apparaître, je ne sais pas si tu avais une autre question que tu voulais aborder. Non, c'était plus pour rebondir sur la demande de Monsieur Mullard en disant que bah, moi ça faisait quelques années que je m'intéressais à ce genre de questions, donc ça m'intéressait aussi de participer aux discussions. Très bien, je pense que les connexions sont faites. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, Olivier Chanton de l'IRSN aussi. Je me suis permis de laisser deux questions dans le chat. C'est plus une manière de rebondir sur la question de Hubert Mullard qui pose des besoins que
je crois, ressembler beaucoup à ceux qu'on a dans d'autres industries. Donc, je pense qu'il y a sans doute un travail à faire pour peut-être prendre un petit peu de la distance par rapport à certaines réponses qu'on offre et qui paraissent toujours très, très fortement articulées à une demande précise, mais qui peuvent parfois se révéler avoir une applicabilité ou une généralisabilité importante. Et du coup, quand on poursuit dans ce raisonnement, bah, la question qui se pose, c'est si on met autour de la table plusieurs parties prenantes, industrielles, etc., qui peuvent avoir des besoins assez proches, est-ce qu'on ne se retrouve pas aussi dans des configurations un petit peu plus conflictuelles où, malgré la proximité de leurs intérêts intellectuels ou de leurs réponses, de leurs questions, ils peuvent aussi avoir des intérêts, des logiques assez divergents qui font que on va pas pouvoir les garder très longtemps autour de la table ou qu'il va falloir aménager des zones de dialogue un petit peu plus spécifiques avec tel et tel acteur. Enfin bon, là ma réflexion elle se situe plus sur l'aval de ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire que sur on arrive à articuler des besoins et des savoirs, mais quand on commence à utiliser un petit peu plus largement cette articulation, bah, qu'est-ce qui se passe avec la société, avec d'autres acteurs, avec d'autres parties prenantes. Voilà. Pas certaine de pouvoir répondre à cette question. Donc, vous voulez dire, une fois qu'on a... Excusez-moi, vous pouvez répéter votre question? Oui, l'idée, c'est que là, on est dans une réflexion sur comment on essaie de répondre à des besoins, quel savoir il faut mobiliser, modèle, etc., etc., quel compromis technique ou scientifique il faut atteindre. Moi, je me situe dans l'éventualité où on a un certain nombre de réponses. Manifestement, elles sont tout à fait possibles d'élaborer des réponses et d'articuler des savoirs scientifiques avec des besoins plus concrets. Donc la question qui se pose, c'est l'étape ultérieure, c'est quand on commence à réfléchir à généraliser certaines réponses, en considérant que certains travaux que vous auriez faits répondent à d'autres besoins, d'autres industriels. Est-ce que finalement, parfois, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la pluralité des acteurs dans ce dialogue engendre des formes de crispation, de conflits, etc., qui finalement empêchent une meilleure compréhension, une meilleure articulation entre les savoirs et les besoins? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a la question des conflits qui peut exister dans les valeurs des différentes parties prenantes. C'est peut-être sans doute ça que vous évoquez. Des conflits aussi au sens, oui, différents intérêts ou des intérêts éventuellement contradictoires. J'avoue là que ça demande de pouvoir répondre de façon en s'intéressant au contexte chaque fois. Je suis pas certaine là, comme ça de pouvoir dire quoi que ce soit, mais ouais. Sandrine, tu veux dire quelque chose peut-être? Je n'attendais pas nécessairement une réponse Oui, d'accord. C'était juste un sujet que j'ouvrais à la discussion au départ, dans le cadre de Trax, par exemple, par ailleurs, qui m'intéresse beaucoup. C'est un travail qui m'intéresse beaucoup. J'avais déjà pris des contacts avec certains chercheurs qui travaillent dans le Trax, et moi-même, je suis plutôt associé au PRP IRIMA, donc avec des problématiques de risque industriel. Et où effectivement on est confronté aussi à des besoins et à des demandes qui sont explicités au réchauffement climatique, à l'impact des températures élevées ou à l'évolution des températures ou même l'inondation, des choses comme ça. Mais ce que je retrouve parfois aussi dans ces dialogues avec des parties prenantes un peu hétérogènes, c'est des formes de divergence d'intérêts, de logique et de conflictualité qui parfois peuvent gripper le bel assemblage que les scientifiques peuvent imaginer pour essayer de répondre à des besoins, et malgré tous leurs efforts pour essayer effectivement, le contexte peut rendre leur travail beaucoup plus compliqué et difficile. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est juste un sujet qui, à mon sens,
un certain degré de généralité, notamment quand on commence à aussi prendre en compte les intérêts et les moyens financiers qu'il va falloir mettre en œuvre pour corriger, adapter la société, etc., etc. Donc là, je pense qu'il y a un retour à la réalité, pour reprendre les termes de Monsieur Pouyanné, qui doivent aussi influencer d'une manière ou d'une autre, hein, je pense, les des services. Merci. Je pense qu'on fera le pont avec Irima. Effectivement, il faut il y a un certain nombre de PEPR avec lesquels on doit faire le pont, mais on est déjà en train de se lancer nous. Et puis ensuite, on viendra là pour le coup. Je pense que c'est vraiment tout à fait opportun. Il y a une dernière question de Julien, et puis après, on va clore le séminaire parce qu'on aura fait. Bien, si tu es toujours là, tu as la parole. Julien Derouillat. Peut-être plusieurs Julien dans la. Non, ça doit être une erreur, excusez-moi. D'accord. Excusez-moi. Bon, bah, il nous reste à remercier Julie et puis toutes les personnes qui ont posé des questions pour ce séminaire passionnant. Et Samuel vous a mis dans le chat les prochains rendez-vous de Trax. Et on est ravis d'avoir eu autant de personnes participantes sur cette prise de recul et ces réflexions. Donc merci beaucoup Julie, à toi et à la disponibilité de tous. Merci à vous. Merci. Samuel, Merci. tu veux dire un dernier mot ou Non, merci beaucoup. Merci à Julie. Et puis, bon appétit, bonne continuation. Et voilà, notez bien les prochains rendez-vous. Abonnez-vous pour avoir les infos. Et voilà, on se réjouit de continuer le dialogue pour construire ensemble une communauté utile et pertinente pour agir dans le domaine du climat et de ses impacts. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation et à bientôt. Oui. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.